Voilà, ça enregistre. Bonjour à tous. Donc merci d'être là sur un horaire qui n'est pas celui d'habitude. On est sur un 12h-13h. Voilà, on teste ce format-là. Ça nous permet de bénéficier du beau soleil que Léo nous ramène. Et Léo va nous parler aujourd'hui d'IA générative et comment on entraîne les différents modèles d'apprentissage. Il y a toute une gamme d'outils qu'il va nous présenter, qu'il a développé dans le cadre de Vita Science. Et je reprends mon topo d'habitude pour présenter. Alors, Audrey nous a préparé un icebreaker et pour permettre au dernier d'arriver. Voilà. Est-ce que selon vous, Skynet va prendre le pouvoir et nous réduire en esclavage? Et vous pouvez interagir avec les emojis qui vous conviennent. Ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. Tu nous diras éventuellement, effectivement, est-ce que tu penses qu'on va être réduit en esclavage par Skynet? La Hour, pas tout de suite, hein. On va attendre la fin de la séance. La Hour, c'est un format d'une heure avec un invité qui vient nous parler d'un sujet de culture tech ou de reconversion professionnelle. Il y a les 2 premières saisons qui sont disponibles sur YouTube. C'est un format 1 heure assez libre. C'est l'intérêt aussi du direct. Vous avez accès avec la barre de dialogue aux questions. Et ça permet d'interagir après l'intervention. Là, on est sur un format où Léo a besoin d'un temps de démonstration. Donc, pendant 40-45 minutes, il va présenter ce qu'il nous a préparé. Et puis, on gardera un quart d'heure de questions-réponses à la fin. Mais vous commencez, pour les habitués, vous commencez à connaître le format, mais je le rappelle pour les nouveaux. Les replays sont ensuite disponibles sur YouTube et on fait une synthèse un petit mois après. Au clock, une 45 secondes de présentation. C'est un organisme de formation au métier de la tech. Donc, dev d'un côté, cybersécurité, réseau, DevOps de l'autre. On forme à peu près 1500 personnes par an sur des formats intensifs, 8 à 10 mois, Bac+2, Bac+4. Et on a un très beau catalogue de formations, donc je vous encourage à regarder le site si ça vous intéresse, mais je sais que vous n'êtes pas venu pour ça aujourd'hui. Les intervenants, voilà, Léo qui est fondateur et patron de Vita Science. Vita Science qui est un opérateur majeur sur le développement de la culture numérique, particulièrement en milieu scolaire. Donc, il y a toute une gamme de produits et des produits matériels avec des kits. Notamment, il y avait les Raspberry Pi qu'on a offerts pendant les cahiers de vacances, donc du matériel très concret pour prendre en main les technologies numériques, et puis des plateformes d'apprentissage au code, au Python, et aujourd'hui, les IA génératives pour comprendre et toucher du doigt ce qu'il y a sous le capot, et c'est une variante de cette gamme d'outils que Léo va mobiliser pour illustrer son propos. Pour poser les questions, vous avez la barre de discussion publique latérale et Audrey fait la modération, les synthèses. Moi, j'essaie de garder un œil aussi sur les questions pour ne pas perdre le fil, mais c'est très délicat d'animer et de regarder le fil. Et donc, pour aujourd'hui, un petit quart d'heure de questions-réponses. Et avant de donner la parole à Léo, la semaine prochaine, jeudi, on est très content de recevoir aussi Bruno Soulez, qui est l'animateur du podcast If This Then Dev, qui va animer son 300e. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro, c'est mal. Merci. Et donc Bruno intervient la semaine prochaine. Et donc 300 épisodes que vous n'aurez pas le temps de tous écouter avant la semaine prochaine, parce que c'est 1 heure à chaque fois. Mais c'est extrêmement intéressant et c'est un podcast qui est très apprécié par notre communauté. Et assez parlé, Léo, je te passe la parole et je te laisse dérouler, je te passe présentateur et on enlève le diaporama. Merci beaucoup Cyril, et puis Audrey aussi. Enchanté de faire votre connaissance à tous et à toutes. Moi, c'est Léo, donc je suis le fondateur de Vita Science et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait et puis notamment le chemin qu'on a parcouru vis-à-vis de l'IA. Et vous pourrez à tout moment poser des questions, donc n'hésitez vraiment pas. Même si j'aurais peut-être pas forcément les yeux rivés sur le chat en permanence, n'hésitez pas donc à intervenir. Donc, comme ça a été dit en intro, il y a beaucoup de questionnements aujourd'hui sur l'IA, certains sur le risque existentiel que ça pose vis-à-vis de l'humanité, mais
aussi plus pragmatiquement sur les métiers de demain. En particulier sur les métiers du numérique et du codage. On se demande un petit peu quelle est la place de tout ça. Et donc là-dessus, moi, ma conviction, en tout cas, c'est qu'il faut tous s'y intéresser, quelles que soient nos responsabilités et notre travail, parce que ça va impacter quasiment tous les métiers, à l'exception peut-être des plus manuels, mais encore. Et donc, du coup, là, sur le métier du numérique, c'est certain qu'il faut s'intéresser à l'IA, sinon le risque, c'est pas forcément que l'IA nous remplace, mais que quelqu'un qui maîtrise bien l'IA s'en charge. Et donc avec VitaScience, donc, le parti pris qu'on a, c'est vraiment de former les jeunes à l'IA, notamment au milieu scolaire. Mais les outils qu'on développe sont finalement assez utilisables également dans d'autres situations que le milieu scolaire pur. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est peut-être de partager l'écran pour vous montrer un petit peu le site et que je puisse vous guider à travers celui-ci. Je vais juste fermer la porte, j'arrive dans une... On profite, on a un beau soleil. Voilà, c'est bon. Merci à toi. Voilà, nickel. Sacrée porte, ça ira mieux comme ça. Du coup, je vais partager l'écran et vous montrer un petit peu donc la solution telle qu'elle existe aujourd'hui. Et puis notamment, finalement, quelles sont les IA. Alors, j'ai du mal à déterminer dans l'audience quel est votre niveau de connaissance vis-à-vis des IA. J'imagine que 100% d'entre vous ont déjà utilisé une IA au moins sur la génération de texte avec ChatGPT ou des choses comme ça. Mais est-ce que tout le monde parmi vous a une bonne compréhension des systèmes en question? Alors, je sais pas si à travers des emojis, ouais, là, je vois qu'il y a des gens qui répondent que c'est pas forcément trop le cas. Mais en gros, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à utiliser, mais pas forcément la compréhension des systèmes eux-mêmes. Donc, l'idée, ça va être aujourd'hui d'aborder un peu tout ça et que vous puissiez vraiment poser des questions. Si je vais trop vite ou pas assez vite, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse répondre. Ok, ouais, merci pour vos réponses en tout cas dans le chat. Donc là, je partage l'écran. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer qu'on voit bien le site VitaScience? Chez moi, on voit très bien et Ok. tout le monde dit oui. Ok, super. Donc pour aller sur le site, il suffit juste de taper vitascience.com. Audrey a mis l'adresse dans le chat tout à l'heure. J'ai vu, merci. Et sur ce site-là, qui est disponible donc en 5 langues, français, anglais, italien, espagnol, arabe, vous pourrez directement utiliser donc des IA et puis également découvrir la programmation. Donc, en fait, le métier historique de VitaScience, parce que j'ai démarré donc cette entreprise-là il y a 6 ans, c'était plutôt tout ce qui tourne autour du codage. Et donc, ce que vous pouvez faire en termes de codage, donc vous voyez ici, il y a beaucoup de cartes programmables ou de robots qui correspondent un petit peu à tout ce qu'on retrouve dans une salle de classe. Donc, peut-être que vous en connaissez certains parmi ceux-là. Les plus connus, par exemple, ça va être le robot Nao qui a été développé en France, ou la carte Raspberry Pi, ou encore la carte Arduino. Et quand on clique donc sur une de ces cartes, on va avoir de la programmation. Et l'originalité de VitaScience, c'est de permettre en fait une dualité entre la programmation par bloc qu'on retrouve à gauche là, qui est plutôt pour le primaire et collège, et la programmation textuelle qu'on a plutôt au lycée dans l'enseignement supérieur. Et après, donc, on permet la simulation de ce qui est programmé et on peut transférer ça sur une carte. Voilà, donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus parce que c'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est là-dessus qu'on a l'essentiel de nos utilisateurs, parce qu'en tout, cette plateforme, donc, on a 300 000 élèves et enseignants qui s'en servent chaque année. Et sur les 300 000, on a les 3/4 qui sont plutôt sur la partie programmée et 1/4 sur la partie IA qui vient de démarrer il y a moins longtemps, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc, si je bascule sur cet onglet IA qui va nous intéresser aujourd'hui, on a en fait 5 IA qui sont mises à disposition. Et ce qu'il faut voir, c'est que l'IA, on en parle assez souvent au singulier, comme si c'était finalement une intelligence qui permettait de tout faire. Alors qu'en réalité, vraiment aujourd'hui, ce qu'on appelle l'IA, c'est plutôt en fait au pluriel, puisqu'il y a plein d'IA différentes et qu'il y a des familles d'IA, bien sûr, mais même les familles d'IA sont très différentes entre elles. Il y a des IA donc, qui permettent de générer des textes. Aujourd'hui, c'est les plus connus, avec notamment ChatGPT, mais aussi Claude, Mistral et bien d'autres. On a des IA qui permettent de générer des images. Les plus connus là-dessus vont être Stable Diffusion, Midjourney ou Firefly de Adobe. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc là, déjà, entre ces deux-là, il y a à peu près rien à voir, quoi. Enfin, c'est vraiment des IA très différentes. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'IA générative, donc qui génère des choses. Mais avant l'IA générative, il y avait d'autres IA, non génératives donc, mais qui étaient déjà beaucoup plus utilisées. Et en fait, aujourd'hui, on s'en rend pas forcément compte, mais l'IA non générative est beaucoup plus utilisée que l'IA générative. Et donc, dans les IA non génératives, la plus utilisée aujourd'hui, je pense, c'est la détection d'images.
qu'on retrouve à plein de niveaux. Par exemple, pour la reconnaissance faciale, la reconnaissance d'objets, d'animaux, de fruits et légumes, voilà, de tout ce qui est visible. Et donc là-dessus, je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. On verra comment on entraîne un modèle d'IA de reconnaissance d'image et quels sont ses cas d'usage. La reconnaissance sur le son également, qui est massivement utilisée. Donc à chaque fois que vous parlez avec votre téléphone, par exemple, pour reconnaître en faisant du speech to text, ou alors pour faire de la commande vocale, ou alors Shazam pour reconnaître des musiques à partir d'un court extrait sonore. Donc tout ça, c'est de la reconnaissance de son par IA, mais qui n'est pas de l'IA générative, puisqu'on va rien générer, on va juste faire de la détection. Et puis enfin, la posture, qui est, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de système d'IA, mais je vous montrerai tout à l'heure, c'est assez rigolo. Donc ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est ces deux types d'IA, donc générative et non générative, pour essayer de voir un petit peu les différences. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est des technologies très différentes. Donc même si tout ça, on l'appelle l'IA, en fait, en réalité, on devrait plutôt en parler, à mon avis, au pluriel, puisque ça a vraiment rien à voir entre elles. Donc l'IA, aujourd'hui, il n'y a pas une définition extrêmement claire, enfin il y a plusieurs définitions, mais globalement, ce que les gens en disent, c'est que c'est un process donc automatique sur une machine qui fait une tâche qu'on qualifierait d'intelligente si elle était faite par un être humain. C'est ça la définition qui fait un peu consensus aujourd'hui, même si du coup, elle est vachement floue, parce que déjà d'une personne à une autre, ce qu'on va qualifier d'intelligent n'est pas la même chose. Donc en fait, ça renvoie à la question d'intelligence, avant même la question artificielle. Et puis, de manière plus générale, en fait, des tâches intelligentes, il y en a tellement différentes qu'en réalité, on voit bien que l'idée d'avoir une seule IA qui fait tout, elle n'est pas vraiment réaliste. Et qu'en réalité, c'est plus logique d'avoir plusieurs IA qui correspondent à des tâches différentes de l'intelligence. Et on le voit avec le développement de l'IA, où finalement, on a eu des IA super, super fortes très tôt pour jouer aux échecs, par exemple, il y a déjà plus de 20 ans, qui battaient le recordman du monde. Le Go un peu plus récemment. Enfin, tous ces exemples, je pense, vous les connaissez. Mais en fait, c'est des IA qui ne sont pas capables de faire autre chose que ça. Et donc, que de jouer à ce jeu-là ou de faire ces choses-là. Donc, la nouveauté, finalement, avec l'IA générative, c'est qu'elles elles sont un petit peu plus malléables, elles permettent de faire plus de choses, s'adapter à plus de cas d'usage, mais ça reste quand même limité. Donc, moi, ma réponse à la question initiale de l'Icebreaker sur Skynet, c'est qu'on n'y est pas encore hein, à cette idée d'avoir une IA au singulier qui fasse un petit peu tout et qui soit capable d'une intelligence supérieure à celle d'un être humain pour aller éventuellement les dominer. Après, il y a plusieurs questions du coup qui se posent au sein de cet icebreaker. La première, c'est finalement, est-ce que une IA peut être capable de dépasser l'intelligence humaine sur tous les domaines à la fois, pas juste un seul? Parce que sur un seul domaine, clairement, l'être humain, il est moins fort, que ce soit pour jouer aux échecs, jouer au Go, reconnaître des images, reconnaître une fracture, reconnaître un cancer, ce genre de choses. Vous avez déjà vu, je pense, dans les journaux que l'être humain est moins fort que la machine. En revanche, pour faire tout à la fois et avoir toutes les caractéristiques de l'intelligence humaine, on en est encore très très loin. Et après, il y a une deuxième question qui se pose, c'est est-ce qu'une IA qui serait plus intelligente que l'être humain sur toutes ces facettes-là aurait volonté finalement de prendre le pouvoir? Et ça, c'est encore une autre question et qui peut ouvrir beaucoup de débats. Mais du coup, pour moi, on n'y est pas. Pour ces deux raisons-là. La première étant que l'IA donc n'est pas suffisamment généraliste, et la deuxième, c'est qu'il n'y a pas pour l'instant de volonté de l'IA de dominer quoi que ce soit. Je ne sais pas s'il y a eu des questions ou des remarques en attendant, parce que du coup, je ne vois pas pendant que je parle. Léo m'a devancé. Ouais, bon, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les remonter, du coup, Cyril ou Audrey, parce que je ne les verrai pas en live. Ouais, il y avait une question sur une IA speech to text à recommander si tu en avais une bonne sous la main. Et le reste, on prendra les questions aussi à la fin. Mais voilà, je te laisse dérouler. Ouais, et ben le speech to text, là, nous, celle qu'on a développée, elle s'appelle. Enfin, c'est une IA intégrée au navigateur, en fait, qui est du coup tourne en JavaScript en local, donc je vous montrerai ça tout à l'heure, mais qui fonctionne que sur un mot ou deux. Donc sur des courts extraits quoi, de à peu près 2 secondes. Et donc il en existe des beaucoup plus performantes sur des chaînes de mots plus longues. Et voilà, je sais que c'est un domaine qui évolue à fond en ce moment avec Nvidia qui a fait pas mal d'annonces récemment là-dessus. Et puis les cloud providers qui commencent à intégrer ça de plus en plus. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui sont à Paris. Aujourd'hui, il y a le OVH Cloud Summit. J'y étais ce matin là. Donc c'est le sommet annuel d'OVH sur les nouveautés. Il y a toute une partie IA qui est vachement intéressante. Donc si vous êtes à Paris, vous pouvez y passer, c'est gratuit. Donc du coup, je vous propose qu'on commence à regarder. Je vais commencer par peut-être ce qui est le plus visuel, donc la génération d'images. Et comme ça, on va pouvoir regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc juste pour faire un tout petit sondage, est-ce que quelqu'un n'a jamais généré une image par IA?
Ou alors tout le monde a déjà généré une image par IA dans l'assemblée là. On est à peu près 80. Ouais, je vois qu'il y a quelques personnes qui disent que c'est pas le cas. Ok. Donc, si vous l'avez jamais fait, c'est en fait pas très difficile. C'est même peut-être le plus simple en termes d'IA. Vous avez juste à donc écrire un prompt, c'est-à-dire une description de ce que vous voulez dans l'image, et vous allez avoir votre image qui se génère. Donc, pour ça, sur VitaScience, en fait, on a mis à disposition des modèles d'IA qui génèrent des images à partir d'un texte, d'un prompt, et vous pouvez les utiliser directement. Donc, ce qu'on voit en haut à droite, là, pour arriver là où je suis, il faut cliquer sur IA et ensuite sur génération d'images. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que vous avez différents modèles disponibles. Donc, un des plus connus, c'est Stable Diffusion, qui est en open source. On l'a mis en 2 versions. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle Flux, créé par Black Forest Lab, qui est aussi en open source, donc une boîte allemande, qui fait des modèles vraiment assez qualitatifs. Donc, vous pouvez choisir le modèle qui vous intéresse, et puis ensuite choisir la taille de l'image, donc verticale, carrée ou horizontale. Et puis, donc, taper la commande qui correspond à ce que vous voulez. Donc moi, si je tape par exemple une forêt luxuriante avec une cabane en bois et une rivière style réaliste, bon ça c'est juste l'exemple que j'ai récupéré. En haut, c'est des exemples qui sont fournis, hein, mais vous pouvez taper bien sûr ce que vous voulez dans la zone. On peut aussi décrire ce qu'on veut pas dans l'image et ensuite on peut générer. Et donc là, on voit que donc j'ai une image générée et en l'occurrence, le résultat de l'image finale, c'est celle-ci. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu donc une image qui correspond à ce qu'on a demandé, donc une forêt luxuriante avec une cabane en bois et une rivière. Ce qui est intéressant donc avec cette interface de VitaScience qu'on ne trouve pas sur les autres outils, c'est qu'on a les étapes de la génération qui permettent de passer donc de l'étape initiale où en fait on a des pixels complètement aléatoires jusqu'à l'étape finale qui est l'image qu'on recherche. Je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer en détail comment ça fonctionne là, mais on a mis une vidéo que je vous invite à regarder qui fait 20 minutes de David Louapre, donc Science étonnante. J'imagine que vous connaissez sur YouTube une chaîne de vulgarisation scientifique vraiment, vraiment super, et qui explique justement comment marche ce mécanisme qu'on appelle le mécanisme de diffusion, d'où le nom Stable Diffusion, qui permet en fait de basculer du coup d'une image légèrement pixelisée à une image plus claire. Et en appliquant ça plusieurs fois, on arrive à une image qui est parfaitement nette. Et donc là, en fait, on voit les steps, donc 1, 2, 3, 4, 5, et là, on ne monte pas les steps 6 à 19, mais en réalité, il y a tout un ensemble de steps supplémentaires là, entre ces deux-là. Mais du coup, là, en fait, c'est la 20e étape du processus de diffusion que vous observez, sachant qu'on peut aller plus loin si on voudrait encore plus. Donc là, on voit que les arbres ne sont pas parfaitement nets. Si on voulait avoir quelque chose d'encore plus net, on pourrait aller à l'étape 25, 30, ainsi de suite. Et donc, ce que permet cet outil-là, c'est d'une part, il y a deux façons de l'utiliser essentiellement. Une façon, c'est pour générer des images, tout simplement. Mais ça, finalement, vous pouvez le faire aussi sur d'autres outils comme Midjourney. Même, je crois que Claude et ChatGPT maintenant intègrent la génération d'images nativement quand vous parlez dans le chat et que vous lui demandez de générer une image. Et ce que ça permet là, c'est de montrer finalement comment fonctionne le mécanisme. Et puis, quelque chose qui est intéressant par ailleurs, c'est de voir toutes les créations de la communauté qu'on voit en dessous. Et donc, quand on clique sur un prompt qui va nous intéresser, donc par exemple celui-ci, on va voir le descriptif du prompt réalisé par la personne. Donc voilà, là par exemple, ça va être une cascade dans une jungle tropicale style aquarelle. Et voilà. Et donc, ça vous permet de vous entraîner au prompt aussi, puisque ce qu'on voit, c'est que finalement, pour écrire des prompts qui correspondent vraiment à ce qu'on veut, c'est pas forcément simple. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, donc là, on l'a pas encore développé sur VitaScience, on le fera probablement un jour. Mais il y a un site qui est assez rigolo que je vous recommande si vous voulez vous entraîner, qui s'appelle Twin Peaks. Donc ce site-là, tous les jours, il y a une nouvelle image. Donc là, aujourd'hui, c'est celle-ci. Et vous devez en fait, vous devez essayer de reproduire cette image-là avec un prompt de 100 caractères maximum. Et donc vous voyez ici, ensuite, ça vous donne une note qui correspond à la proximité entre l'image que vous avez générée et l'image de départ. Et donc vous pouvez avoir une note et vous entraîner finalement à écrire des meilleurs prompts. Donc je vous invite à tester ça, c'est assez rigolo à faire. Je vous mets le lien dans le chat. Donc ça ouais, merci Audrey. Audrey était plus rapide que moi. Donc ça, c'est vraiment pour s'organiser sur l'apprentissage du prompt. Est-ce qu'il y a eu des questions entre-temps, peut-être? Oui, je vois qu'il y a eu quelques questions. Oui, il y a un peu de questions. Il y avait une question sur les restrictions, comment contourner les restrictions des moteurs d'IA générative. Il y a une question sur les droits d'auteur des images générées par les IA. Ouais.
qui développe le réseau neuronal. Ouais. Quelle est une question de Camille, quelle est la limite du prompt? Ok. Voilà. Alors, la question de qui développe le réseau neuronal, en fait, on a laissé sur VitaScience le choix entre plusieurs modèles, et vous pouvez voir créé par, ici, là, vous avez le nom de la structure qui l'a créé. Donc là, en l'occurrence, les trois qu'on a proposés, donc c'est SegMind, Stability AI et Black Forest Labs, qui sont donc trois structures indépendantes, qui ont créé ces trois modèles. Les trois modèles qu'on met à disposition, là, ils sont tous les trois en open source. Ça veut dire qu'on peut en fait les utiliser directement sans avoir nécessairement de licence d'utilisation de la part du créateur. D'autres modèles comme Firefly, DALL-E ou d'autres, ou Midjourney, sont des modèles propriétaires. Donc, pour les utiliser, il faut forcément passer par la société qui les crée, qui les entraîne, et donc, en l'occurrence, OpenAI ou la société qui a créé le modèle, en gros. À noter, juste je précise quelque chose là à ce stade, on pourra en reparler tout à l'heure, mais la notion d'open source dans l'IA, elle a été définie il y a très peu de temps, il y a à peu près 2-3 semaines, je crois. Et en fait, open source, c'est censé vouloir dire que les sources également sont libres. Et dans l'IA, en fait, on peut distinguer deux versions. Donc, il y a ce qu'on appelle open source, c'est quand vraiment on a la connaissance, enfin, on peut utiliser le modèle sans payer de licence, mais on a aussi la connaissance de quelles sont les données d'entraînement du modèle. Donc, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, sur un modèle de génération d'images, il a fallu des millions d'images, voire plusieurs millions, enfin plusieurs dizaines de millions d'images pour entraîner ce modèle-là à générer des images correctement. Et en fait, là, sur les modèles, par exemple Stable Diffusion, on n'a pas accès à la base d'entraînement. On ne sait pas sur quelles images ça a été entraîné. Probablement parce qu'il y a des problèmes de droit d'auteur dedans. Et du coup, les créateurs de ce modèle-là n'ont pas voulu donner accès aux données d'entraînement. Donc ça, c'est pas un modèle qu'on appelle réellement open source parce qu'ils ne dévoilent pas leurs sources. Donc c'est plutôt ce qu'on appelle un modèle open weight, parce que les weights, donc les poids, c'est ce qui permet de faire justement dans le jargon technique, on parle d'inférence. L'inférence, c'est quand vraiment on va prendre le modèle et l'utiliser pour qu'il fasse sa prédiction. Et donc là, pour réaliser les inférences, donc réaliser les steps, on peut utiliser un modèle open weight sans nécessairement connaître ses sources. Donc, en gros, il y a 3 niveaux. Le niveau propriétaire, c'est vraiment tout fermé. Le niveau open weight, c'est j'ai le droit d'utiliser les poids pour faire des inférences, mais par contre, j'ai pas accès aux sources. Et le modèle vraiment open source, c'est quand on a accès à la fois aux sources et à la licence d'utilisation. Donc là, en l'occurrence, les trois qui sont là, ils sont simplement open weight et pas open source. Mais bon, peut-être que je suis un peu trop technique là sur le jargon, mais ça répond un petit peu peut-être à la question aussi qu'il y avait sur les droits d'auteur. Donc actuellement, il y a un petit flou juridique sur à qui appartiennent les images qu'on génère là. Donc typiquement, moi j'ai généré cette image-là, est-ce qu'elle m'appartient ou pas? Et il me semble qu'aujourd'hui, ce qui est décidé, c'est que ces images-là, elles appartiennent plutôt au créateur de l'IA qui a imaginé le modèle en question, et pas à la personne qui a tapé le prompt. Mais je pense que ça quelque chose qui va peut-être être amené à évoluer, et qui va y avoir, je pense, une grosse clarification juridique. Pour l'instant, c'est un peu un flou. En tout cas, si vous utilisez dans des travaux, notamment si vous avez vocation à vendre des choses, je vous invite vraiment à faire attention à ne pas, à bien préciser que ça a été créé par IA, et à ne pas vous attribuer vous-même les copyrights d'images générées par IA. C'est vous mettre en risque pour rien. Est-ce qu'il y avait... Oui, il y avait une question sur une limite du prompt. Non, il n'y a pas vraiment de limite sur la taille du prompt, je crois. Vous pouvez tester avec des prompts assez longs, ça ne posera pas de problème. Par contre, on a mis une modération assez stricte parce que nous, on est sur un usage scolaire. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment on a fait ça, on a mis notre prompt de modération en visible. Donc, vous pouvez le voir ici. Et donc, bon, je vais pas avoir le temps de le lire en entier, mais en gros, si un jour vous êtes amené à faire ce genre de système, vous allez vite être confronté à un problème, c'est que là, si vous utilisez ces modèles, donc Stable Diffusion ou Flux ou autre, ils génèrent vraiment tout et n'importe quoi. Et quand je dis tout et n'importe quoi, c'est des contenus qui potentiellement sont pas du tout acceptables, encore moins avec des enfants, mais même avec des adultes. En termes de violence, de sexualité ou de haine, de religion, voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment important de mettre une modération. Donc, nous, comment est-ce qu'on fait la modération? C'est-à-dire que le prompt qui est là, avant de l'envoyer au modèle de génération d'image pour qu'il génère son image, on l'envoie d'abord à un modèle de langage, donc en l'occurrence Llama. On verra tout à l'heure la génération de texte. Et en fait, on dit à ce modèle de génération de texte, est-ce que cette image, on doit la générer, ou est-ce qu'elle ne remplit pas finalement nos critères? Et donc finalement, notre IA de texte joue un petit peu le rôle de videur qui va trier finalement ça c'est OK, ça c'est pas OK. Et
Donc, on lui donne plusieurs exemples et ensuite, on explique les critères qu'on a pour essayer de généraliser. Donc, typiquement, on n'autorise pas des propos grossiers, des contenus illégaux, voilà, et des choses qui concernent une personne réelle. Donc, si par exemple, vous demandez une photo de Donald Trump, il ne vous la générera pas parce qu'on a considéré que ce n'était pas adapté à un usage scolaire. Mais bien entendu, il y a plein de services en ligne qui vous permettront d'aller beaucoup plus loin en termes de modération. Enfin, tout dépend de l'usage que vous voulez en faire. Mais c'est juste pour faire le point que, a priori, quelle que soit l'IA que vous utilisez, vous aurez besoin de cette modération. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être que j'ai pas vues? Je te propose d'avancer aussi en prenant les autres questions à la fin, parce que je vois l'heure avancer. Et ça marche. ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y ait toutes les démos, quitte à ce qu'on ajuste le temps à la fin. Ça marche. Donc ensuite, il y a la génération de texte. Donc là, on est un peu sur le même concept, c'est-à-dire qu'on va choisir le modèle. Donc aujourd'hui, on met à disposition 5 modèles, mais potentiellement, on en aura beaucoup plus à l'avenir, on verra. Mistral, donc un modèle français open-weight. ChatGPT, donc en version 4 mini et 4o. Et puis Llama en version 3 et 3.1. Comme vous pouvez voir, en fait, il y a des modèles qu'on propose gratuitement, donc qui sont utilisables gratuitement, et puis d'autres qui sont payants avec l'abonnement premium de Vitascience. Et ce qu'on a fait, c'est que les modèles les moins performants, donc on le voit au nombre de paramètres, sont gratuits, et les modèles les plus puissants sont payants. Donc on peut choisir un modèle, par exemple, je peux prendre Mistral, et puis poser une question donc à notre IA. Là, par exemple, pourquoi les chats ronronnent-ils? Et donc ici, on a une réponse de notre IA qui correspond à la même réponse que vous auriez eue si vous étiez sur le site de Mistral pour poser la question, quoi, parce que là, c'est le même modèle. Donc, ce qui est intéressant avec Vitascience, c'est qu'on a mis à disposition des couleurs que vous voyez. Donc, le texte est coloré et ces couleurs correspondent aux tokens. Donc, les tokens, c'est les petits bouts de mots qui composent la réponse d'une IA générative de texte. Et en fait, quand on clique sur un mot, donc là, on voit en fait la probabilité associée à ce token-là, et puis les autres tokens qui auraient pu être sélectionnés à la place de celui-ci. Donc, on voit qu'en fait, c'était vraiment le token le plus probable à la suite de pourquoi les chats ronronnent-ils, puisque la réponse la plus probable, c'est de commencer par les chats. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'IA donc textuelle, je ne sais pas si vous savez tous comment ça marche, mais globalement, pour expliquer en quelques mots, l'IA textuelle, on va prendre la question initiale, donc le prompt, et ensuite, l'IA, on va lui donner ça, et on va lui dire quel est le token le plus probable qui va suivre à la suite de ça. Et donc là, en l'occurrence, le token le plus probable, la réponse qu'il donne, c'est les. C'est ce token-là le plus probable. Ensuite, après les, il va nous dire c'est chat à 100%, enfin en l'occurrence CH parce qu'il a coupé chat en deux. Donc on voit qu'il y a CH et ensuite ATS. Et ça, c'est 100% parce qu'en fait, clairement, la question, c'est les chats. Donc l'IA, en fait, elle va prédire que la réponse la plus logique, c'est les chats. Et ensuite, ronronne également, c'est le plus probable, étant donné qu'on a posé cette question-là. Mais par contre, ensuite, on voit que déjà, on n'est pas sur 100%, puisqu'il y avait l'or qui était aussi un mot probable. Donc, on va pas faire l'ensemble de la phrase, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que vraiment, l'IA, elle va générer mot après mot, et c'est pour ça que vous avez cet effet où les mots apparaissent les uns à la suite des autres dans les IA génératives, et le texte n'apparaît pas d'un coup, en fait. C'est-à-dire que l'IA, on relance le réseau de neurones pour chaque nouvelle génération de tokens. Et donc, la couleur vient indiquer que les probabilités sont plus basses, et donc, du coup, après le pour, qui était quand même assez probable, et bien en fait, divers était pas forcément très probable. On a aussi les mots plusieurs et puis d'autres mots qui viennent derrière. Et donc, si vous cliquez, vous pouvez vous amuser en fait à régénérer la phrase en remplaçant le token donc divers par plusieurs. Ici, c'est ce que j'ai fait. Et donc là, les chats rentrent pour plusieurs raisons. Et ce qui est intéressant d'observer là, c'est que la suite de la phrase, elle est complètement différente. Donc cela peut être un signe de détente, de confort et de bien-être. C'est vraiment différent de ce qu'il y avait écrit au-dessus. Et là, il nous parle de blessé ou malade, qui est une information qu'on n'avait pas du tout, alors qu'on utilise vraiment le même modèle. Hein. Pour le coup, il n'y a aucune différence. Et donc, ce que ça montre, en fait, c'est que les IA, elles sont très sensibles à une différence, un peu comme si ça divergeait. Donc, si vous avez un chemin, en fait, unique, et puis à un moment où il y a deux tokens qui potentiellement peuvent être assez probables, et selon celui que vous allez prendre, ça va faire un chemin extrêmement différent. Et du coup, toute la suite de la phrase sera hyper différente. Et ça permet d'illustrer tout ce qui est mécanisme d'hallucination. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les hallucinations, mais c'est quand l'IA commence à raconter un peu n'importe quoi. Et le plus souvent, c'est parce qu'il y a un premier token qui est passé, qui décrivait quelque chose qui était en fait factuellement faux, mais qui était cohérent dans la phrase.
Et en fait, quand on commence avec ce mot-là, la suite va se baser sur ce qui a été dit avant. Et donc, toute la suite de la phrase continuera à être logique. Et c'est là qu'on va parler d'hallucination, puisqu'en fait, on est en train d'imaginer un truc faux, mais qui est hyper cohérent dans la suite du texte. Voilà donc l'outil qu'on a développé qui permet d'ouvrir un peu le capot vis-à-vis d'un modèle de langage. Mais là encore, c'est des modèles qui sont déjà entraînés par d'autres entités, donc en l'occurrence Mistral, OpenAI et Meta. Et on va voir juste après comment entraîner nos propres modèles sur les IA non génératives. Mais pour entraîner une IA générative, c'est vraiment des coûts énormes. Et donc, du coup, on ne peut pas se permettre de le réentraîner, nous, avec VitaScience. Éventuellement, on pourrait faire du fine-tuning, c'est-à-dire changer légèrement un modèle déjà existant pour le rendre plus adapté à nos contenus ou à notre contexte. Mais l'entraînement d'un modèle de zéro comme Mistral ou ChatGPT, il faut compter plusieurs millions d'euros. Et donc là, nous, on met seulement à disposition des modèles déjà existants en rajoutant donc les explications pédagogiques et puis la couche de modération, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là, la modération sur le texte, elle est légèrement différente, mais c'est le même concept. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, peut-être? Camille te demandait de répéter la dernière phrase, mais je ne sais pas à partir d'où. Ouais, Camille, s'il peut préciser. Ah, le fine-tuning. C'était... Ah, oui, du fine. Ouais. Donc, le fine-tuning, c'est ce qu'a écrit Audrey juste au-dessus. En fait, un modèle, c'est une sorte de réseau de neurones assez avancé avec en entrée l'historique de la phrase, donc pourquoi les chats ronronnent-ils, et en sortie la liste des prochains tokens les plus probables, donc cette liste-là. Donc les 99%, chats 0,26%, ainsi de suite. Et en fait, ce modèle-là, donc, il a plusieurs milliards de paramètres, donc des liens entre les tokens. Ça, on va pouvoir le voir tout à l'heure dans l'IA de reconnaissance d'image. Je vous montrerai vraiment comment ça marche à l'intérieur. Mais en gros, on a cette IA-là. Et le fine-tuning, ça revient à dire on va changer légèrement les poids du modèle pour le rendre plus adapté à notre contexte. Donc, par exemple, pour qu'ils disent, j'en sais rien, si on n'aime pas les chiens, on peut faire un fine-tuning pour que le modèle réponde jamais chien, qu'il prononce jamais le mot chien. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, ce ne sera pas très utile, mais dans certains contextes politiques, par exemple, ça peut être utile de dire je veux exclure certains mots, certaines connotations, certaines tournures de langue. Voilà. Et donc ça s'appelle le fine-tuning. Donc on peut prendre un modèle déjà entraîné pour le modifier légèrement. Et en l'occurrence, on va toucher plutôt aux dernières couches qui sont les plus proches du résultat final pour garder la structure globale du modèle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, il y avait une question, il y a plein de questions intéressantes, mais notamment pourquoi ça coûte si cher d'entraîner les IA? Alors, ça, c'est une bonne question. En fait, il faut utiliser vraiment des bases de données de texte énormes. On parle de plusieurs téras de texte qu'il va falloir manipuler pour les rendre, adaptés à l'entraînement. Et ensuite, il va falloir utiliser un système d'entraînement pour réentraîner les poids sur le texte en utilisant différentes sous-parties, et ce, vraiment des milliers de fois. Vraiment refaire un cycle vraiment beaucoup, beaucoup de fois. Et donc, à ce sujet, si vous voulez, je peux vous fournir un lien. Donc, il y a un projet qui s'appelle OpenLLM France. Je vous invite à suivre ça. Je vous mets le lien dans le chat. Et ce projet-là, donc, c'est un modèle français entraîné publiquement. Et donc, la différence avec les autres modèles type Mistral Web, c'est qu'eux, ils dévoilent complètement comment est-ce qu'ils font leur process d'entraînement. Et ils dévoilent aussi les données d'entraînement. Donc, c'est un modèle qui est open source et pas juste open weight. Donc, le porteur du projet, c'est l'Inagora, mais il y a aussi plein de partenaires. Et donc, ils ont fait un webinaire. Je ne sais pas s'ils ont mis le lien ici. Je vais taper webinaire OpenLLM France. Je devrais peut-être le trouver comme ça. Sinon, je pourrais vous mettre le lien juste après. C'est peut-être celui-ci. Non, c'est pas celui-là. Peut-être celui-là, peut-être. Voilà, celui-là. Donc là, en bas, là, vous avez un replay sur YouTube. Je vous mets le lien dans le chat. Et en fait, c'est super intéressant. Je vous invite vraiment à regarder ça, même si vous allez probablement jamais entraîner un LLM vous-même. Mais ça permet vraiment de comprendre toutes les étapes de zéro. Comment est-ce qu'on crée un modèle de langage? Et donc, ils ont créé un modèle de 7 milliards de paramètres, donc un peu comme le 4 mini. Voilà.
ou le Mistral 7B qui était le modèle initial de Mistral. Pas le Mixtral, mais celui avec un S. Qui est 7 milliards de paramètres aujourd'hui, c'est considéré comme étant les plus petits modèles, mais enfin les modèles un peu d'entrée de gamme. Mais du coup, ce modèle-là, ils expliquent comment ils l'entraînent de zéro, comment est-ce qu'ils récupèrent le texte, et je crois qu'il leur a fallu plusieurs centaines de GPU, sachant qu'un GPU, ça coûte à peu près 50 000 euros. Donc, en fait, ne serait-ce que le coût d'achat, si vous voulez avoir vous-même le parc de GPU nécessaire, il vous en faut au moins 100, je pense. Donc, minimum 5 millions d'euros de hardware pour lancer le truc. Après, du coup, comme vous n'allez pas vous en servir pendant des mois non plus, c'est plus intéressant en général de louer des GPU, donc de ne pas les acheter, mais de plutôt prendre un service cloud. Mais du coup, il faut plusieurs milliers d'heures. Enfin, je sais plus, il m'avait dit, mais ça représentait. Enfin, c'est dans le webinaire, hein, mais en fait, le temps total, comme il y avait plusieurs centaines de GPU en parallèle qui ont tourné pendant plusieurs semaines, le temps total se chiffrait en années en fait de GPU. Et en fait, au final, ça explique enfin, c'est une des raisons du coût exorbitant, c'est qu'il faut beaucoup de puissance machine. Il faut aussi des gens qui sont extrêmement qualifiés, parce que les ingénieurs qui sont capables aujourd'hui de générer des modèles, ça court pas les rues. Et puis, il y a des coûts électriques aussi, bien sûr, pour faire tourner tout ça. Sachant qu'il y a un risque d'erreur, c'est-à-dire que si vous vous plantez pendant l'entraînement, bah, du coup, il faut recommencer une grosse partie, et c'est rare de sortir un modèle parfait dès la première entraînement. Donc, je ne sais pas si ça répond à toutes les questions, mais en tout cas, oui. Et donc, du coup, je vois le dernier commentaire. C'est comme ça qu'NVIDIA gagne énormément d'argent, et c'est devenu la boîte la plus valorisée au monde, je crois, d'ailleurs, récemment, grâce à cette vente de GPU qui coûtent très cher, mais qui sont aujourd'hui nécessaires à la fois pour l'entraînement de ces IA, mais aussi pour leur utilisation, donc ce qu'on appelle l'inférence. Est-ce que je passe à la suite, Cyril, ou je prends encore une autre question? Passe à la suite parce que ça permet de toucher du doigt d'autres concepts et on fera une synthèse des questions résiduelles après. Ça marche, faisons ça. Donc là, ce qu'on a vu sur les deux IA génératives, textuelles et images, c'est déjà que dans ces familles-là, en fait, il y a plusieurs IA, comme on l'a vu, plusieurs modèles d'IA de plusieurs fournisseurs différents qui sont déjà disponibles sur le marché, et on peut imaginer que dans les années à venir, il y en aura encore plus, et que c'est quand même assez différent au final en termes de fonctionnement. Mais là, on n'a pas entraîné les IA, c'est-à-dire qu'on les met à disposition directement. Sachant que ces IA-là sont stockées enfin, elles tournent sur des GPU dans le cloud, et nous, on va juste envoyer le prompt et récupérer la réponse. Là, les trois suivantes, c'est très différent. On est sur des IA qui vont être entraînées dans le navigateur et qui vont tourner dans le navigateur. Donc, la première que je voulais vous montrer, c'est l'IA de reconnaissance d'image. Donc, c'est celle sur laquelle j'ai cliqué là, c'est en bas à gauche. Vous pouvez faire le test sur votre propre ordinateur pendant que je parle, c'est assez rigolo. Donc, c'est une IA de reconnaissance d'image, donc c'est ce qui permet de faire de la reconnaissance sur les visages, sur les objets, tout ça. Et donc, il y a plein de cas d'usage dans la vraie vie. Quand vous allez à l'aéroport, par exemple, il y a plein de reconnaissance faciale pour détecter, par exemple, quand vous passez le contrôle des passeports. Si vous allez à Monoprix, vous allez peut-être voir, il y a les balances maintenant qui, quand vous posez un fruit ou un légume, ça va détecter automatiquement de quel fruit ou légume il s'agit. Donc ça, c'est de l'IA, pareil, de reconnaissance d'image. Mais aussi, par exemple, dans les centres de tri, quand vous allez jeter vos déchets, il y a des IA qui vont reconnaître quel type de déchets pour les trier correctement, et pour pas que ce soit des opérateurs manuels qui aillent trier tous les déchets à la main. Donc concrètement, pour utiliser ça, vous allez pouvoir créer plusieurs catégories qui vont correspondre à ce que vous voulez reconnaître. Donc on peut faire une catégorie, par exemple, avec ma main qui est levée. Donc je vais prendre des images avec ma main levée. Et vous voyez, j'ai pris 6 images avec ma main qui est en haut. Et ça, je vais appeler cette catégorie main levée. Et ensuite, on peut faire une deuxième, ou main ouverte, on peut faire. Enfin, c'est pareil. On peut faire n'importe quel modèle. Et je vais faire une deuxième catégorie, main fermée, avec la même image, mais du coup, ma main qui est fermée cette fois-ci. Et là, j'ai pris 11 images, mais pareil, le nombre d'images n'importe pas tant que ça. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. On peut créer une troisième catégorie si on voulait, par exemple, faire pas de main ou n'importe. Mais bon, là, je ne vais pas le faire. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton orange pour entraîner le modèle. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'en l'espace d'à peu près 10 secondes, on va en fait compiler toutes les images d'entrée dans les deux catégories données et créer un modèle d'IA personnalisé à partir de ces images d'entraînement. Et donc là, on voit en bas la prédiction. Donc si j'ai ma main ouverte, on voit que ça me dit que le modèle détecte que j'ai une main qui est ouverte. Et si j'ai ma main qui est fermée, on voit qu'il dit que j'ai la main qui est fermée. Donc c'est un modèle qui marche relativement bien, celui-ci, mais vous pouvez le faire par vous-même sur plein d'exemples. Et vous verrez que ça marche vraiment super bien en donnant la probabilité donc pour savoir
finalement la nouvelle image, donc là ce qu'on est en train de voir c'est une nouvelle image qui a jamais été vue par l'IA précédemment, est-ce qu'elle correspond plutôt à la catégorie main ouverte ou à la catégorie main fermée? Donc là en fait en l'espace de même pas 2 minutes, on a entraîné une IA à partir de ses propres données à faire une reconnaissance. Et tout ça donc ça reste dans le navigateur, donc c'est full RGPD, et pour ça on utilise un modèle qui s'appelle MobileNet V2. Donc je vous le mets dans le chat si vous voulez aller voir. MobileNet V2, ça s'écrit comme ça, pour utiliser. Donc ça c'est ce qui tourne sur notre pour faire la détection. Et donc en complément de ça, donc on a mis ce qu'on appelle les zones d'influence. Donc ça, c'est quand vous activez cette option-là, ça va vous mettre une petite zone en surbrillance qui vous indique quelle est la zone qui a eu le plus d'impact pour l'IA dans la détection. Et donc là, quand j'ai la main ouverte, on voit que c'est bien ma main, donc ça c'est plutôt positif. Et quand je bouge la main, en fait, on voit que ça suit ma main. Par contre, quand je ferme la main, on voit qu'en fait, finalement, ce qui est détecté, c'est pas du tout ma main, c'est mon arrière-plan, en l'occurrence l'espèce de plafond là qui est au-dessus de moi. Et donc du coup, quand je mets pas ma main, eh ben, c'est plutôt la deuxième catégorie qui est détectée, puisque c'est ça qui est détecté à l'arrière. Donc là, ce qu'on vient de montrer, en fait, avec ce petit exemple, c'est ce qu'on appelle un biais. C'est-à-dire qu'on pensait qu'en fait, on avait un modèle qui détectait si j'avais la main ouverte et la main fermée. En fait, c'est pas vraiment ça. On a un modèle qui détecte si j'ai ma main ouverte ou alors si j'ai un plafond derrière. Et du coup, si j'ai ma main ouverte, mais que le plafond, on le voit quand même là, donc par exemple, si j'ai ma main ouverte devant moi, et ben en fait, il me dit que je suis plutôt en main fermée. Parce que, en fait, on le fait un peu bugger le modèle, parce que d'un côté, on a la main qui est ouverte là, mais d'un autre côté, il y a le plafond au-dessus. Donc ça, c'est un modèle qui est finalement assez mal entraîné, parce que du coup, il se base sur, on le voit grâce à cette zone d'influence que le modèle a été mal entraîné. Donc là, sur cet exemple, c'est un peu trivial et c'est pas forcément quelque chose de très grave, mais ça peut être beaucoup plus grave que ça si vous avez d'autres cas d'usage. Donc par exemple, on pourrait se dire qu'on a envie de faire un modèle de reconnaissance pour détecter si la personne qu'on voit c'est un homme ou une femme, et si on fait pas très attention, enfin ce genre de modèle, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée d'essayer de faire ça, mais si jamais vous essayez de faire ça un jour, vous verrez que c'est quasiment impossible d'éliminer les biais. Et votre modèle forcément se trompera dans pas mal de cas d'usage pour détecter si la personne est un homme ou une femme. Et ça peut causer des gros préjudices derrière. Voilà. Et de manière générale, il y a des biais aussi. Par exemple, il y avait une IA qui avait été introduite il y a quelques années par la police dans une ville aux États-Unis, je ne sais plus laquelle, et où en gros, l'IA, elle arrêtait que des personnes de couleur quasiment. Enfin, il y avait un énorme biais racial sur l'IA. Et voilà, de manière générale, il y a plein de biais qu'on observe dans les IA. Donc, dans les dangers qui sont pointés régulièrement sur les IA, on parle souvent des hallucinations et des biais. Et donc là, ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'IA générative de texte, c'était les hallucinations. Et là, c'est plutôt les biais sur les données d'entraînement. Donc, si on voulait corriger ce biais-là, juste pour vous montrer, il faudrait créer une troisième catégorie, par exemple, qui serait pas de main. Et là, on viendrait mettre des images du coup de moi, mais sans ma main. Et donc, si je réentraîne mon modèle, cette fois-ci, on aura une troisième catégorie où normalement, du coup, voilà, quand je mets pas ma main, il me dit que j'ai pas de main. Quand je mets ma main qui est ouverte, il me dit que j'ai la main ouverte. Et quand je mets la main fermée, il me dit que j'ai la main fermée. Et cette fois-ci, quand je bouge ma main fermée, on voit bien que ça suit la main fermée. Donc, on a finalement corrigé ce biais-là en rajoutant une catégorie qui correspond à ce qui posait problème. Donc, celui-là était assez facile à corriger, mais des fois, il y a des biais qui sont beaucoup plus durs à corriger. Pour rentrer un tout petit peu plus dans la compréhension de comment ça marche ce truc-là qu'on vient d'entraîner et qui marche quand même plutôt bien, moi, je sais que la première fois que je l'ai vu, j'étais vachement impressionné par la rapidité avec laquelle un modèle de reconnaissance d'image personnalisé peut être entraîné. Il y a en fait la possibilité de visualiser le réseau de neurones en cliquant sur ce bouton-là. Donc là, ça met un tout petit temps de chargement parce que en fait, il y a beaucoup de... Enfin, c'est l'affichage qui prend du temps à se lancer. Et ce qu'on a essayé de représenter là, c'est en 2 dimensions le réseau de neurones complet qui permet de faire cette détection-là. Donc, ce réseau de neurones-là, parce qu'on parle souvent de réseau de neurones, mais c'était un peu abstrait comme concept. Donc là, l'idée, c'est de le montrer vraiment de façon très visuelle. Donc, le réseau de neurones, déjà là, on est dans la vue simplifiée. On a sur la partie gauche l'image de départ. Donc ça, c'est l'entrée en fait de notre réseau de neurones. C'est ce qu'on va lui donner en entrée. Et donc, c'est une image de 224 par 224 pixels. Voilà, qu'on a pris. Et la sortie de ce réseau de neurones, c'est finalement laquelle de ces on a 3 catégories. Quel est le pourcentage de correspondance avec ces 3 catégories? Et donc, le réseau de neurones, en fait, c'est tous les neurones qui sont au milieu là, qui permettent de passer de cette image de départ à ce résultat. Donc, je vais passer dans la vue détaillée pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Et donc, en fait, ce qu'on observe, c'est que l'image, bon, déjà, elle est décomposée en RGB, mais bon, ça, jusque-là, il n'y a pas rien d'extraordinaire. Et du coup, là, on a une première couche, ensuite une deuxième couche, une troisième couche, ainsi de suite.
Et donc, on voit que les images, elles se transforment petit à petit, elles deviennent de plus en plus petites, et il y en a de plus en plus. Si on dézoome un peu, on peut voir en fait que la quantité d'images augmente beaucoup. Mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, on a 500 000 neurones, là, sous les yeux, sachant que les neurones correspondent en fait aux pixels des images qu'on voit. Et 500 000 neurones, donc, c'est à comparer au nombre de neurones qu'il y a dans les IA génératives qui sont à plusieurs milliards. Donc, on est vraiment sur plusieurs ordres de grandeur en dessous. Et donc, quand on zoome un petit peu, on peut s'amuser à regarder un petit peu comment l'image est transformée. Et quand on clique sur les images, on a accès en fait aux détails des calculs qui sont faits pour passer d'une couche à la suivante. Donc ça vous permet de comprendre un petit peu le concept et de comprendre qu'en fait, donc pour calculer en fait le neurone d'une couche, donc là par exemple, ce neurone-là qui correspond à mon œil ici par exemple, eh bien il a été calculé à partir des neurones de la couche précédente qu'on a multiplié par les fameux poids dont on parlait tout à l'heure. Donc les poids, c'est quand on a fait l'entraînement, on a réglé les poids. Et donc en fait, on va multiplier la couche précédente, donc qui vient de l'image de départ, par ces fameux poids pour obtenir un résultat. Et cette opération, on va l'appliquer plusieurs centaines de milliers de fois jusqu'à arriver à notre résultat final tout à droite, avec les 3 derniers neurones de notre modèle qui correspondent en fait à main ouverte, main fermée, pas de main, avec la probabilité associée. Donc voilà, je ne vais pas avoir le temps d'aller beaucoup plus loin dans les explications là-dessus. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que déjà, on comprend beaucoup mieux la consommation énergétique d'une IA, parce qu'en fait, pour faire un simple calcul, pour savoir si j'ai la main ouverte ou fermée, en fait, il a fallu faire au moins plusieurs millions de calculs, parce qu'on voit qu'un neurone donné, parfois, il est lié à plusieurs dizaines de neurones de la couche précédente. On le voit là quand on passe la souris. Et donc, du coup, forcément, les calculs qui sont faits sont assez astronomiques. Et c'est ça qui va causer, en fait, c'est pour ça que ça coûte cher en termes d'environnement et aussi en termes économiques. Et puis d'autre part, ce qu'on observe, c'est que l'IA, elle n'est pas forcément adaptée à tous les contextes. Donc si par exemple, vous voulez savoir la date de naissance de Louis XIV, il vaut peut-être mieux demander à Google qui va faire une simple requête dans un contenu de base de données que d'aller demander ça à une IA générative qui va faire passer ça dans un méga modèle de langage à plusieurs milliards de paramètres et qui du coup va introduire des coûts énormes pour simplement avoir une info factuelle. Voilà, donc au-delà de la compréhension fine du truc qui est quand même assez avancée, il y a vraiment des concepts de consommation énergétique et d'empreinte carbone qui sont explicables grâce à ce modèle de reconnaissance d'image. Je vais peut-être passer très rapidement sur le son et la posture qui sont les 2 derniers, mais globalement c'est le même concept. Donc pour le son, on va pouvoir fournir en fait des catégories, mais qui cette fois-ci correspondent à des extraits sonores. Donc là j'avais dit par exemple bonjour, merci et bruit de fond. Et quand on entraîne un modèle, ensuite il va être capable de détecter quelle est la catégorie la plus proche. Et puis enfin la posture, c'est un petit peu comme la reconnaissance d'image, mais ça rajoute juste, vous le voyez sur cette image-là, ça rajoute en fait des segments qui correspondent aux bras, aux jambes, aux yeux, au nez, à la bouche et aux oreilles. Et donc grâce à ces segments-là, en fait, on peut faire des reconnaissances d'images. Donc là, par exemple, j'avais mis main levée et main baissée, qui vont être beaucoup plus précises parce qu'elles vont être indépendantes de l'arrière-plan, des habits, de la couleur de peau et ainsi de suite. Et ces IA-là, donc de reconnaissance de posture, elles sont assez utilisées dans le monde du sport, notamment pour les entraînements sportifs, mais aussi pour la rééducation, la danse, tout ça. Et d'ailleurs, il y a une startup que j'ai trouvée assez rigolote, assez récemment que j'ai découvert, qui s'appelle Dancer. Je vous mets le lien si vous voulez aller voir. C'est une application pour vous entraîner à la danse, où en fait, ils ont enregistré des mouvements de danseurs pro. Je vous mets dans le chat. Ils ont enregistré des danses de danseurs professionnels. Et ensuite, vous devez reproduire la danse grâce à l'IA qui enregistre vos mouvements. Donc, c'est un peu comme Just Dance pour ceux qui ont joué à ça sur Nintendo, mais en version avec de l'IA et avec des danses de professionnels. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de ces 5 IA. Mais l'objectif, c'était vraiment de vous présenter finalement qu'il y a plusieurs types d'IA, que leur consommation énergétique et leur coût, du coup, sont complètement différents. Parce que entre une IA textuelle qui coûte plusieurs millions à entraîner, comme on l'a vu avec OpenLLM France, et une IA de reconnaissance d'image qui prend à peine 2 minutes et qui tourne dans mon navigateur, on voit qu'il y a quand même, on parle vraiment pas de la même chose. Pour autant, je pense que c'est important de s'intéresser à toutes ces technos-là et d'être capable d'évoluer avec elles dans vos projets pour la suite. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je serais ravi de. Bon, super. Dans le délai imparti, tu as ouvert plein de pistes. Il y a quelques élèves, quelques questions. Sur le coût énergétique, s'il y a des pistes sur
Sur l'optimisation énergétique, il y en a, voilà, je pense qu'il y a deux grandes familles, hein, du côté des modèles et des algorithmes avec des modèles plus petits, et puis le côté data center, tu as peut-être des débits complémentaires. Ouais, la consommation énergétique, je pense que déjà, il y a un effet, comment dire? C'est-à-dire que les IA, on a vu, elles sont hyper différentes. Il y en a qui sont très, très peu consommatrices au final et qu'on peut faire tourner dans les navigateurs, et puis d'autres qui sont hyper consommatrices. Et donc, du coup, l'idée, je pense que ce sera d'adapter les cas d'usage. Et comme je le disais tout à l'heure, pour faire des recherches très basiques, il vaudrait mieux utiliser des petits modèles qui consomment peu. Et ça, finalement, ce sera pas très grave d'un point de vue empreinte carbone. Et par contre, il faudra bien faire attention à réserver les IA les plus puissantes qu'à des cas d'usage qui se justifient, parce que sinon on va pas s'en sortir d'un point de vue énergétique. Il y avait une question très pratico-pratique sur l'export vers Adacraft ensuite. Ouais, alors je ne l'ai pas montré là parce que bon, on n'a pas trop eu le temps, mais en fait toutes les IA qu'on a vues là, on peut les exporter pour les utiliser dans un programme par bloc, donc avec Adacraft, qui est notre interface par bloc, qui est en fait un dérivé de Scratch, ou alors avec Python, tout simplement. Et donc par exemple, vous pouvez créer un personnage avec une IA générative d'images et puis le faire parler avec une IA de génération de texte. Et vous pouvez aussi lui donner une capacité de vision pour qu'il interagisse différemment si vous lui montrez une banane ou une pomme, par exemple, grâce à l'IA de génération de. Voilà. Donc vous pouvez faire des projets assez sympas qui vont mêler tout ça. Voilà. De ce que j'ai vu assez récemment, il y a un prof qui avait fait une chatière connectée qui reconnaissait son chat et qui laissait ouvrir la porte que quand c'était son chat à lui et pas les chats des voisins. J'ai trouvé ça assez rigolo. Il y en avait un autre qui avait fait une IA qui lançait une alarme quand on s'endormait au volant. Donc en détectant si les yeux se ferment pour éviter que les personnes s'endorment quand ils conduisent, tout simplement. Puis il y en avait un autre qui avait fait une IA pour accrocher à sa trottinette pour que quand il y a un obstacle devant, ça fasse une alerte directement aussi. Voilà. Très beau témoignage de Phil Sauron, hein, disant que comme il a testé en cours avec 300 élèves, hein, je trouve que c'est très didactique. Donc voilà, du retour terrain concret. Une question de Tony sur l'avenir des moteurs de recherche. Est-ce que les LEM vont les supplanter avec les coûts énergétiques associés? Ah, ça, c'est une vraie question. Alors, j'ai pas la réponse. Et je serais curieux de savoir dans 10 ans, de me téléporter dans 10 ans pour voir qui a gagné la bataille. Moi, je suis très, très pro moteur de recherche. Enfin, j'adore les moteurs de recherche. Je m'y suis vraiment habitué. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui maîtrise pas forcément beaucoup les moteurs de recherche, c'est quand même pratique de poser une question et d'avoir la réponse. Donc, je sais que, voilà, je sais pas si vous avez testé Perplexity typiquement, mais qui est vraiment bien foutu quoi, pour avoir des réponses sourcées en plus. Donc après, voilà, qui gagnera cette guerre-là? Honnêtement, je suis pas capable d'y répondre. Ce qui est certain, c'est que la consommation énergétique, il y a au moins un facteur 10, probablement plus 100, entre une requête faite à Google et une requête faite à ChatGPT ou équivalent. Et je pense que ça, c'est structurel. On peut optimiser tout ce qu'on veut, mais il y a un moment où en fait, aller taper dans une base de données, c'est moins cher que d'aller taper dans un modèle de langage structurellement, quoi. Donc pour moi, il y aura quand même un avenir pour les moteurs de recherche, quoi qu'il se passe. Après, voilà, la question, c'est de savoir quelle sera la part de marché de l'un et de l'autre. Mais mais c'est sûr que c'est quand même vachement intéressant de poser une question à une IA aussi et d'avoir une réponse en mode moteur de recherche. Et je vous invite à tester Perplexity ou équivalent si vous ne l'avez pas déjà fait. Ouais, c'est pas Perfectity, c'est Perplexity. Ouais, merci Audrey pour le lien. Mais Perfectity, c'est peut-être, ça existe aussi, mais c'est peut-être pas la même chose. Est-ce que tu veux pointer une autre question ou tu veux que je prenne les dernières qui sont sorties? Pour les dernières qui sortent. Ouais. Alors, il y a une question qui était sur le prompt learning et le fine tuning. Donc, le prompt, en fait, vous l'avez compris, c'est vraiment la requête qu'on fait à l'IA. Et ce qu'on appelle le prompt engineering, hein, mais je pense que c'est un mot un peu galvaudé, c'est d'apprendre à écrire des jolis prompts qui vous permet d'avoir des meilleurs résultats avec l'IA. Le fine tuning, c'est très différent, c'est de prendre un modèle déjà existant et de le modifier, donc modifier les poids du modèle pour qu'il vous fournisse des réponses différentes. Et le fine-tuning, il y a forcément un coût d'entraînement associé qui est. Voilà. Alors, il y aura peut-être des solutions pour faire ça à bas coût, mais aujourd'hui, ça coûte quand même assez cher de faire un fine-tuning, plusieurs milliers d'euros minimum. Et donc, je pense que le fine-tuning, ça va être réservé plutôt aux entreprises ou aux particuliers vraiment très, très motivés qui veulent créer un nouveau modèle, en fait, finalement, euh, qui correspond à leur cas d'usage. Alors que le prompt engineering, c'est plutôt quelque chose que tout le monde devra maîtriser, en tout cas les bases, pour écrire des jolis prompts et avoir des résultats qui correspondent, quoi. Mais ça, j'imagine que vous avez déjà vu, ça pullule sur les réseaux sociaux, top 10 des prompts pour avoir ChatGPT, machin. Voilà. Donc, je pense que là-dessus, il
y a de quoi trouver sur Internet des aides sur les prompts. Flavien qui dit: existe-t-il un monde où une IA générera elle-même de la donnée de façon à s'auto-entraîner? Ouais, ça j'ai vu un rapport assez récent justement qui disait que de plus en plus du contenu du web était généré par IA et que du coup ça risquait de créer une boucle vicieuse, pas vertueuse, où les IA s'entraînent sur des données d'autres IA et où du coup ça réduit fortement la quantité. Je pense que ça c'est un vrai risque de plafond de verre finalement sur les performances des IA qui à un moment, sans données textuelles neuves, n'arriveront pas à s'améliorer. Et je crois d'ailleurs qu'on commence à observer un petit peu sur les LLM les limites. Donc sur les LLM, c'est les modèles de langage. On commence un petit peu à observer les limites de la progression. C'est-à-dire que les tout derniers modèles qui sortent là sont pas incroyablement meilleurs. Sauf si ils ont beaucoup plus de paramètres, mais où du coup on augmente les paramètres, on augmente la consommation énergétique et le coût. Donc au final, le dernier modèle de Facebook, là, il fait 400 milliards de paramètres, ce qui est vraiment énorme. On s'approche du nombre de paramètres d'un cerveau humain, quoi. Donc du coup, on voit que ça consomme beaucoup d'énergie. Et finalement, je suis pas certain qu'on aura des modèles qui seront à 10 ou 100 fois plus gros. Parce que du coup, ça deviendrait vraiment prohibitif derrière en termes de coût d'entraînement et de coût d'inférence. Donc, je pense que ce qui va se passer, enfin, c'est ce que disent les experts comme Yann Lequin ou autres, c'est qu'on va atteindre, à mon avis, un plateau au niveau de la technologie de LLM, donc cette idée de prédire le prochain mot, là, comme ça, et qu'il faudra attendre d'autres ruptures technologiques pour aller vraiment plus loin dans l'évolution en termes d'intelligence pure. Mais par contre, ce qui va se développer à fond, c'est les cas d'usage maintenant de ces IA-là, puisque même avec l'état actuel d'intelligence qu'elles ont, elles sont capables de remplir plein de tâches. Donc on risque de l'avoir intégré dans tous les assistants, typiquement sur les services clients des sites web ou des entreprises partout. Probablement aussi pour la créativité, pour s'aider à brainstormer tout ça. On le voit déjà dans la suite Microsoft, on a de l'IA maintenant partout. Ça risque de se généraliser, je pense, dans plein d'outils autour du codage ou autre. Pour les fake news, comment se protéger? Ouais, alors ça, je pense que c'est le plus gros danger aujourd'hui des IA. Parce que la consommation énergétique, bon, c'est un vrai danger à moyen terme. Mais bon, ça va pas déclencher une guerre, a priori, tout de suite. C'est plus que ça fait réchauffer la planète. Mais au même titre que les voitures à combustible ou autres. Les fake news, par contre, pour moi, c'est vraiment plus dangereux dans la mesure où une fake news bien placée, mal détectée, peut vraiment causer des gros ravages. Et ça se répand vraiment très fortement. Je pense qu'il faut éduquer, parce qu'à mon avis, on n'arrivera pas à créer une solution qui ira détecter facilement les fausses images, les fausses vidéos, les faux textes. Je pense que c'est un peu une lubie. Il existe des solutions en ligne qui détectent, je pense à GPT-0 par exemple, je ne sais pas si vous connaissez. Vous lui donnez un texte et il vous donne la probabilité que ce texte ait été généré par IA ou non. Mais en fait, il existe des mécanismes très très faciles où en fait on arrive à duper ces mécanismes de reconnaissance très facilement. Et en fait, du coup, pour moi, c'est un peu une lubie de croire que on arrivera à détecter les choses générées par IA, des choses générées par les êtres humains. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Effectivement, quelqu'un dit il suffit d'aller sur Instagram et oui, c'est vrai, c'est quasiment impossible de détecter ça correctement. Donc pour moi, il va falloir éduquer les gens à faire attention, à être vigilants, notamment quand ils repartagent ou qu'ils likent des choses. Mais malheureusement, je suis pas sûr qu'on arrive à faire en sorte que ça devienne quelque chose de détectable automatiquement. Donc, il faudra faire appel à l'esprit critique. Et je pense que le développement de l'esprit critique chez tous les citoyens, ça va être vraiment un gros enjeu. Parce que sinon, je donne pas cher de la démocratie si jamais plus aucune source, ni textuelle, ni image, ni vidéo ne peut être crue et que tout doit être mis en cause tout le temps, qu'il faut tout vérifier. Enfin, intellectuellement, ça semble quand même assez compliqué. Ouais, donc se former, effectivement, Audrey, je suis d'accord. Je partage avec vous un post qui a été un petit peu viral sur LinkedIn sur comment détecter les images produites par l'IA. C'est plus pour un clin d'œil humoristique qu'une source d'information, mais c'est assez, voilà, c'est pour ceux qui l'ont regardé. Ça peut être marrant aussi de voir qu'il faut développer l'esprit critique. Et là, il y a un petit contre-exemple. Ok.
Il y a une question sur les juges IA. Je pense que dans la justice, l'IA va beaucoup aider, notamment au niveau de la jurisprudence. Il y a une boîte française d'ailleurs qui s'appelle Doctrine, qui marche vraiment bien là-dessus. Donc pour reconnaître, parce qu'il y a des centaines de milliers de jurisprudences sur toutes les décisions des tribunaux, et donc l'IA peut aider finalement un avocat, par exemple, à mieux construire son dossier pour défendre son client. En revanche, le juge, à mon avis, lui, il ne sera pas une IA. Je pense que c'est plus pour trouver les jurisprudences, aider à constituer les plaidoyers, les plaidoiries, tout ça. Mais voilà, pas. Je pense pas qu'un. Voilà. Mais par contre, ça peut beaucoup aider dans la justice parce que il y a vraiment toute une phase administrative d'instruction qui peut très très accélérer grâce à l'IA. Mais pas les décisions, plutôt la constitution du dossier. Je regarde s'il y a d'autres questions. En fait, il y a aussi ce qui est intéressant, c'est l'échange entre les systèmes experts, quels qu'ils soient, et finalement les LLM en font un peu partie, et puis aussi les propres biais humains, parce qu'il y a quand même du biais cognitif dans les choix. Et finalement, moralement, aujourd'hui, on est davantage prêt à accepter le biais cognitif d'un humain que d'une machine. Et ça laisse encore un peu de place pour l'éthique. Ouais, alors, tout à fait. on est ah ouais, la destruction créatrice. Je remonte un peu les questions. Ouais, ouais. C'était la question de Tony, est-ce qu'on aura de la destruction créatrice? Donc c'est un concept schumpeterien, enfin, de Schumpeter, économiste autrichien, qui considère qu'à chaque fois qu'il y a une vague d'innovation, certes on détruit des anciens emplois, mais on en crée de nouveaux. Et en fait, la question de proportion, est-ce qu'on en crée davantage que ce qu'on détruit? Et l'IA en fait clairement partie. Ouais. Mais pour l'instant, en tout cas, je lisais un article comme quoi enfin, tout le monde dit que ça va complètement bouleverser l'économie, mais que pour l'instant, l'impact était assez marginal. À part pour Nvidia, qui a gagné beaucoup d'argent dans l'histoire, qui est vraiment le grand gagnant de cette vague pour l'instant, puisque c'est eux qui fournissent les pelles pour la ruée vers l'or, entre guillemets. Mais pour autant, il n'y a pas d'impact majeur encore. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de destruction d'emplois. Voilà, mais je pense que les premières secousses, à mon avis, on va les avoir surtout dans les services de relations clients, où on risque d'avoir, je pense, des services entiers de relations téléphoniques qui vont être remplacés par des IA, soit vocales, soit textuelles. Mais j'ai pas encore, moi, la perception que ça va être hyper vite. Après, on a tendance à surestimer ce qui va se passer dans un an et sous-estimer ce qui va se passer dans 10 ans. Donc, je pense que là, d'ici un an, je pense qu'il va pas se passer grand-chose. Mais par contre, dans 10 ans, il y a moyen que ça s'emballe un peu et qu'on se retrouve avec des métiers vraiment qui disparaissent et des métiers qui apparaissent. Mais par contre, le métier de prompt engineer, moi, j'y crois pas du tout. Je pense pas qu'il y aura un métier juste écrire des prompts. Par contre, si vous savez entraîner des IA et tout ça et fine-tuner des IA dans des contextes précis, ça, par contre, je suis certain qu'il y aura des métiers hyper intéressants là-dessus. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'IA open source ou en tout cas open weight. Et ces IA-là, elles sont pas toujours pile poil adaptées au contexte d'une entreprise. Et en fait, il faudra, à mon avis, que chaque boîte à terme ait sa propre IA. Moi, c'est vraiment ma vision du truc. Et c'est qu'on n'utilisera pas des IA sur étagère, propriétaires, externes, parce qu'elles ne seront pas pertinentes en fait. Je sais pas, je sais pas, une boîte comme Doctolib qui voudrait faire un assistant. Il faut forcément que son IA, elle soit vraiment calée sur tout le domaine médical, quoi. Sinon, ça marche pas. Et il faut surtout pas qu'elle dise de bêtises. Donc, il faudra forcément qu'ils utilisent une IA un peu customisée. Donc, soit carrément une nouvelle IA, soit juste une IA open weight qui sera un petit peu fine-tunée. Ou alors une IA propriétaire, enfin classique, non fine-tunée, mais avec un super prompt au début pour bien la guider. Et ça, en fait, ce sera des métiers donc internes. Donc, il y aura des ingénieurs dans chacune des boîtes qui seront spécialisés de ça pour justement paramétrer les IA correctement au service du cas d'usage dans la boîte. Et ça, je suis convaincu qu'il y aura énormément de boulot là-dessus dans les années à venir, même à 10 ans. Alors, peut-être que je me trompe, mais je suis convaincu de ça. On prend deux, trois questions. Alors, dans les celles qui revenaient, Vince demandait pour intégrer une IA dans nos applications, est-ce que c'est simple de développer avec une API? Oui, 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 très simple. Donc ça rejoint une autre question qui était un peu plus haut de savoir s'il existait des data centers en Europe. Donc historiquement, effectivement, c'est plutôt américain, hein, tous ces services d'IA. Mais maintenant, justement, je vous disais, hein, j'étais à OVH ce matin et puis il y avait le sommet Scaleway 3 semaines avant. Donc Scaleway, OVH, c'est les deux gros acteurs hein, du cloud en France qui proposent maintenant des services d'IA as a service. Donc ils appellent ça différemment, mais soit c'est LLM as a service, soit c'est AI endpoint.
Mais en gros, je peux vous mettre les liens si vous voulez. Et donc, en fait, c'est des services où vous avez une API, vous dites, moi, j'ai envie d'avoir mon modèle, j'en sais rien, Mistral, et j'ai envie d'avoir tel paramétrage. Vous mettez votre clé d'API et ensuite vous payez au token. Voilà. Donc ça, je pense que oui, c'est très facile à manipuler. Et il va y avoir une concurrence assez dingue, à mon avis, là-dessus. Donc beaucoup de services concurrents qui vont se déployer. Et la plupart ont des formules gratuites. Donc si vous êtes étudiant ou étudiante, vous pouvez, je pense, avoir des crédits gratuits sur ces sites-là. Donc là, je vous ai mis les deux liens de Scaleway et d'OVH vers les services d'IA. Mais bien sûr, il y a OpenAI, hein, bien sûr, qui fait la même chose. Mais là, pour le coup, vous envoyez tout ce que vous faites aux États-Unis. Ouais, il y a eu une question juste au-dessus d'ailleurs sur le RAG. Alors, j'en ai pas parlé parce que je voulais pas vous perdre. Mais le RAG, c'est quelque chose qui va aussi se généraliser et que je vous invite à tous explorer. C'est l'idée de pouvoir donner des documents dans une IA pour qu'elle soit plus pertinente. Donc, dans une IA de texte. Donc, typiquement, si vous êtes en train de créer un cours, vous êtes enseignant, vous allez pouvoir mettre tout votre cours ou alors l'extrait textuel d'une vidéo YouTube, par exemple, pour que le cours généré se base là-dessus et pas juste sur la base d'entraînement initial qui correspond donc à tout Wikipédia ou des choses comme ça. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui est très utile. Et ce RAG-là, par contre, il introduit une explosion. Enfin, ça fait exploser les compteurs en termes de consommation, par contre, à la fois énergétique et en argent. Parce que, enfin, les deux sont corrélés. Hein, de toute façon, c'est ça qui est bien. Enfin, moi, je trouve que c'est bien. C'est-à-dire que plus vous payez, plus ça consomme de l'énergie. Et donc, il y a une sorte d'autorégulation qui va se mettre, je pense, au bout d'un moment où les gens n'auront pas intérêt à polluer à mort, puisque ça va leur coûter trop cher. Ça, je pense que c'est la bonne chose. Contrairement aux voitures, par exemple, où plus on a une voiture ancienne, plus elle pollue et moins ça vous coûte cher, puisque du coup, elle coûte moins cher qu'une voiture neuve. Mais bon, bref, donc ça, c'est mon point de vue un peu optimiste que ça va s'autoréguler grâce au coût. Néanmoins, le RAG, donc, malgré son coût énergétique, c'est quand même vachement intéressant parce que ça permet donc d'insérer des documents. Et si vous voulez tester du RAG, alors sur Vitation, on ne l'a pas encore mis, mais on va le rajouter bientôt. Mais vous pouvez aller sur ChatGPT et donc cliquer sur. Je vous montre rapidement comment ça marche en partage d'écran. Mais je pense que vous avez peut-être déjà fait en fait sans savoir que ça s'appelait du RAG. En fait, quand on est sur ChatGPT, on a un petit onglet trombone là, et on peut joindre un fichier. Et donc on va prendre un fichier local. Donc là, par exemple, le CV de quelqu'un qui avait candidaté à Vitascience, et on peut dire dis-moi les infos sur cette personne-là. Bon, je vais pas le faire, hein, mais et ça va vous sortir les infos du PDF. Et vous allez pouvoir interagir avec le contenu. Et vous pouvez faire ça aussi avec le web. Donc là, par exemple, si vous dites OpenLLM France, qu'est-ce que c'est? Et bien là, en fait, avant d'aller répondre à cette question, on voit qu'il est allé chercher sur le site OpenLLM France pour me fournir des résultats. Et là, j'ai les sources. Donc, il est allé chercher sur 3 sites différents, donc le GitHub d'OpenLLM France, l'Inagora et OpenLLM France, pour récupérer les contenus. Donc, en fait, c'est un peu comme s'il était allé d'abord lire les pages et ensuite extraire les infos pertinentes des pages pour les mettre dans le prompt. Donc là, on ne le voit pas, mais en fait, mon prompt, c'était pas juste ça. C'était ça plus le contenu des pages, enfin, en tout cas, la partie pertinente du contenu de ces pages-là. Et ensuite, on a eu une réponse. Et donc finalement, c'est assez logique que ça augmente la consommation, puisque en réalité, le prompt, c'est pas juste la question initiale, c'est la question initiale plus tout le contexte. Mais par contre, donc modulo ce coût supplémentaire énergétique et financier, on a une réponse qui est quand même beaucoup plus pertinente et beaucoup plus contextualisée. Donc moi, je pense que c'est super intéressant. Et je vous donne juste un exemple de ce que je me suis mis à faire. Enfin, moi, je fais beaucoup de dossiers avec Vitascience forcément pour répondre à des projets, à des subventions, des choses comme ça. Et j'ai mis une nouvelle règle dans mon équipe qui marche super bien, c'est qu'on n'envoie pas un PDF avant de l'avoir passé dans une IA pour faire du RAG. Alors pas forcément ChatGPT parce que du coup le PDF il part aux États-Unis, mais du coup ça corrige toutes les fautes. Ça repère les tournures de phrases un peu bizarres. Et puis, si on lui donne un peu de contexte en lui disant qu'est-ce que fait Vitascience, voilà, ou qu'est-ce que vous faites vous dans la vie, il peut aussi vous dire cette partie-là n'est pas très cohérente par rapport à ce que vous proposez. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment faire un assistant intelligent et corriger vos documents. Voilà. Ce genre de cas d'usage, je pense, qui est très utile. Il y a une question de Phil Sauron qui me tient aussi à cœur. C'est ce que Vitascience sera toujours gratuit pour les pauvres études, les pauvres enseignants, pour les enseignants en fait, pour l'éducation nationale. Voilà.
Ouais, nous, ce qu'on essaie de faire vraiment, c'est de mettre un modèle économique qui garde la gratuité, notamment sur les modèles de petite taille, qui sont du coup un tout petit peu moins pertinents, mais aussi moins chers. Et du coup, nous, on s'y retrouve. Et puis, d'avoir un modèle économique premium pour les gens qui veulent des modèles plus puissants, des réponses plus contextualisées. Et le RAG, par exemple, là, donc ce que je viens de décrire, ce sera quelque chose de payant aussi. Donc voilà, mais par contre, sur la version de base, qui est ce que je vous ai montré aujourd'hui, ça restera gratuit. Euh, Parce que ça permet en fait au plus grand nombre de se former à l'IA, qui reste notre mission aujourd'hui. Donc oui, la réponse, ça restera gratuit dans sa version actuelle. Par contre, les modèles plus puissants et puis éventuellement certaines nouveautés, elles, seront payantes. Et on va. Ah ouais, alors, il y a une dernière question de Tony sur les ressources pour la veille techno. Et peut-être qu'on le rajoutera dans l'article pour qu'on ait le loisir de libérer les gens. Et là, tu peux peut-être donner quelques sources de veille et on complétera dans l'article qui va venir. Ouais, bien sûr. Bon, moi, je suis assez un gros utilisateur de Twitter, enfin X maintenant. Donc, ma veille, c'est essentiellement ça. Je suis pas mal de gens. Alors, il y en a un qui est assez intéressant. Donc, lui, c'est plutôt sur LinkedIn, mais c'est Ethan Mollick. C'est un prof aux États-Unis qui publie toutes les nouveautés qu'il y a sur l'IA. Je sais pas si Audrey, tu peux retrouver son LinkedIn ou Cyril. Donc, ça, c'est une bonne source. Puis après, je me suis abonné aux différents fournisseurs d'IA, donc je sais pas, Mistral, OpenAI. Ouais, voilà, merci Audrey. Donc moi, je vous invite à suivre en fait les comptes des principaux fournisseurs. Donc en fait, il n'y en a pas tant que ça, hein. En France, il y a Mistral, aux États-Unis, OpenAI, et puis sur les images, Stability AI, et puis Black Forest Labs. Donc voilà, en s'abonnant, vous aurez ça en termes de veille. Il y a un prof qui fait quelque chose qui s'appelle une IA par jour. C'est sur X aussi, où chaque jour il publie une nouvelle IA. Donc on se rend compte qu'il y en a vraiment énormément. Et, euh, et puis que voilà, il a un blog aussi, je crois, qui s'appelle une IA par jour. Je sais pas si Audrey, pareil, tu le retrouves ou pas. Voilà, c'est un peu comme ça que je fais ma veille. Et le projet OpenLLM France, moi, il m'a appris plein de trucs parce que comme ils dévoilent tout ce qu'ils font en open source, ça permet vraiment de suivre la progression du truc. Donc, je vous invite aussi à suivre ce qu'ils font OpenLLM France. Ça vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement. Voilà. Et puis, vous pouvez vous abonner aussi, bien sûr, à VitaScience. On publie assez régulièrement là-dessus sur les réseaux. Voilà, merci Audrey, c'est bien ça, hein. C'est Bertrand Formé, donc l'enseignant, qui publie pour une IA par jour. On va Voilà. devoir s'interrompre parce que l'heure avance. On voit qu'on pourrait continuer quelques heures comme ça. Léo, merci beaucoup pour et les démonstrations et toutes les réponses et la passion pour le sujet. C'était hyper clair, c'était très intéressant. Il y a eu beaucoup d'interactions avec les présents et donc ça fait toujours plaisir aussi, même si on n'a pas pu répondre personnellement à chacune des questions. On essaiera de compléter en off. Il y aura un replay voilà, dans les 8-10 jours, le temps de faire ça. Et on vous attend la semaine prochaine avec Bruno sur If This Then Dev et tout ce qu'il a appris avec son super podcast sur la tech. Léo, merci beaucoup, à très bientôt. Tu reviens quand tu veux. Ouais, merci, c'est gentil. Et puis, si vous voulez m'envoyer un message en message privé sur LinkedIn, je réponds à tous les messages, hein. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je coupe. À bientôt tout le monde. À bientôt.